Parfait. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, on va revisiter certaines notions qui avaient été présentées par vidéo, des vidéos qui avaient été distribuées sur le canal YouTube un peu avant le confinement. Donc, on va les revisiter pour dépoussiérer les concepts dans vos esprits, mais les bonifier un peu en rajoutant quelques nouveaux mots-clés. Donc, la première chose qu'on va ouvrir, c'est la présentation PowerPoint, mais que je vous ai donnée sous forme de PDF qui s'appelle Classe abstraite et concrète. Donc, si je viens l'ouvrir quelque part, ça vaut la peine d'avoir ouvert mes choses d'avance. Voilà, elle est juste ici. Donc, si je viens l'ouvrir, allons-y. Donc, première diapo, ce que je vous raconte, ben, je vous parle de l'héritage entre les classes concrètes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de classes qu'on peut créer en orienté objet en réalité. Il y a ce qu'on appelle les classes concrètes et il y a ce qu'on appelle les classes abstraites. Donc, on va découvrir aujourd'hui la différence entre les classes concrètes et les classes abstraites. Mais revenons d'abord sur le principe d'une classe, tout simplement. La classe est très, très similaire à la structure dans sa base, mais on va voir aujourd'hui qu'elle nous permet beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de flexibilité. Donc, j'ai un exemple simple ici où j'ai pris des formes géométriques simples que tout le monde connaît probablement. Donc, j'ai pris le cercle et j'ai pris le prisme cylindrique. Donc, si je fais une application qui me permet de faire des calculs sur des formes géométriques, on s'entend que j'ai un cercle ou que j'ai un cylindre, ben, ces deux classes-là vont avoir des choses en commun en réalité. Donc, un cercle et un cylindre, je peux vouloir, quand je leur crée, spécifier quelle est leur couleur, par exemple. Je peux vouloir spécifier quel est leur rayon, parce que mon cercle a un rayon ici et mon cylindre a un rayon ici aussi. Je peux vouloir spécifier mon cercle et mon cylindre, quel est par exemple, disons, leur volume. Le problème ici, c'est que le cylindre a un volume alors que le cercle n'a pas de volume. Par contre, pour calculer le volume du cylindre, ben, j'ai besoin de calculer l'aire d'un cercle fois la hauteur du cylindre. Donc, si j'étais capable de récupérer la formule ou le bout de code que j'ai codé dans mon cercle pour calculer son aire et ensuite multiplier ça par la hauteur d'un cylindre, ben, j'aurai le résultat de mon calcul. Donc, l'idée ici avec l'héritage, c'est que quand on fait de la programmation et qu'on crée des nouveaux types de données, si on est capable de trouver un lien de parenté entre deux objets, on est capable de les mettre dans une relation d'héritage. Donc, si on regarde mon cercle et mon cylindre et qu'on regarde les attributs que j'ai déclarés dans chacune de ces deux classes, ben on voit que dans mon cylindre, ben j'ai créé un compteur public statique qui me permet tout simplement de compter le nombre de cercles qui existent dans mon application. Mon cercle, je peux lui donner une couleur et je peux lui donner un rayon. J'ai créé plusieurs propriétés à l'intérieur de mon cercle. Donc, une propriété qui me retourne l'aire du cercle. Et donc, dans ma propriété, je vais calculer l'aire en fonction du rayon qu'on m'a passé en paramètre dans mon constructeur juste ici. La couleur, donc on me retourne la couleur qui se trouve ici. Et évidemment, le rayon, on me retourne le rayon qui est stocké dans mon attribut rayon et que je peux passer en paramètre dans le constructeur. Et évidemment, j'ai fait trois constructeurs ici. Un constructeur qui va me donner un cercle avec une couleur par défaut, un rayon par défaut. Un cercle que je vais construire en lui passant un rayon que je choisis, donc il va avoir une couleur par défaut, et un cercle pour lequel je vais fournir le rayon qui m'intéresse et la couleur qui m'intéresse. Et on a la méthode toString, la méthode toString qui va permettre à un cercle de se décrire, donc c'est-à-dire d'afficher ces différentes informations, sa couleur, son rayon, son aire, etc. Si on regarde le cylindre maintenant, ben, un cylindre, si on le décompose, ben un cylindre est composé de quoi? Est composé d'un cercle pour son couvercle, d'un cercle pour son plancher et ensuite ben, d'un rectangle qu'on roule autour du couvercle et qu'on roule autour du plancher. Donc en réalité, pour créer un cylindre, ben, ça me prend un cercle et une hauteur. Donc je suis capable de créer une relation d'héritage, ce qui est
schématisé juste ici, entre la classe cercle et la classe cylindre, où tous les attributs qui sont déclarés comme public, privé ou protected à l'intérieur de mon cercle vont être hérités dans le cylindre. Donc, le compteur, la couleur et le rayon appartiennent à la classe cylindre automatiquement parce que le cylindre hérite du cercle sans que j'ai besoin de les redéclarer à l'intérieur de ma classe cylindre. C'est ce qui a été présenté dans le vidéo tutoriel précédent que vous avez eu à regarder sur Omnibox. Maintenant, il y a une différence, il y a des différences bien spécifiques entre un cercle et un cylindre. Si on regarde par exemple, j'ai une fonction area, j'ai une propriété, excusez-moi, area ici, qui va me permettre de retourner, de calculer à partir du rayon et de retourner l'air de mon cylindre. Donc, cette propriété, j'en hérite dans le cylindre, parce que le cylindre aussi, on est capable de calculer son air. Donc, l'air du couvercle plus l'air du plancher plus l'air du rectangle qui fait le corps du fameux cylindre. Mais est-ce qu'on calcule l'air d'un cylindre de la même façon que l'air d'un cercle? Non. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est le principe de polymorphisme qui a été présenté dans le vidéo précédent, c'est qu'en utilisant le mot-clé override, et on va le voir dans le code tout à l'heure, on va être capable de garder le même nom de fonction dans un enfant, le cylindre est l'enfant du cercle, mais de modifier le comportement. Donc, de s'assurer que quand j'appelle la propriété area sur mon cylindre, ça exécute un code différent que le code qu'il y avait dans le cercle. Mais je m'assure que tous les enfants du cercle sont obligés d'avoir une méthode qui s'appelle area. Si on regarde bien, au niveau de la couleur, j'ai une propriété couleur dans le cercle, mais je n'en ai pas dans le cylindre. Pourtant, un cylindre doit aussi avoir une couleur. Donc ici, on exploite encore le phénomène d'héritage où, puisqu'un cylindre est un cercle, si je ne redéfinis pas la propriété color ou couleur dans le cylindre, pardon, j'hérite automatiquement de la propriété qui existait déjà dans mon parent. Donc, si j'appelle couleur sur le cylindre, ben, c'est le code du parent cercle qui va être exécuté. Idem pour radius. C'est pour ça que je n'ai pas eu besoin de redéfinir radius ici. Par contre, un cylindre a un volume alors qu'un cercle n'en a pas. Donc, ici, on a rajouté à la classe cylindre une propriété volume, mais la propriété volume qui se trouve ici va exploiter le rayon du cercle plus la hauteur du cylindre pour être capable d'effectuer son calcul de volume. Donc, ici, on utilise plusieurs mots-clés. On utilise les mots-clés virtual et on utilise les mots-clés override. Le mot-clé virtual me permet de définir dans un parent une méthode, une fonction ou une propriété avec du code par défaut et je donne le choix à mon enfant, le cylindre, de modifier le code de cette méthode s'il le veut ou non. Alors que les mots-clés abstract qu'on va voir un peu plus tard est aussi couplé avec le mot-clé override dans l'enfant, donc abstract dans le parent et override dans l'enfant. Mais quand je mets abstract dans un parent, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'override à l'intérieur de l'enfant. Donc, une image vaut 1000 mots, on va visualiser et mieux comprendre ces concepts-là à l'intérieur d'une application. Donc, ce que j'ai fait, pardon, c'est que... Ton mic, s'il te plaît. Il y a des gens qui unmute pour rien. Je comprends pas pourquoi ça fait toujours ça. Donc, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, on commence à être habitué un peu à Teams. Vous coupez vos micros et si jamais vous avez besoin de poser une question, vous me dites question à ce moment-là, on va vous passer la parole. Donc, je vais d'abord démontrer le premier concept puisque à ce stade-ci, s'il vous plaît, une seconde. À ce stade-ci, cercle-cylindre, c'est une récapitulation de ce qu'il y avait déjà sur le vidéo héritage polymorphisme. Donc, je vais d'abord résumer ça. Ensuite, on va prendre une petite période de questions et après ça, on va avancer dans la nouvelle matière avec le concept de classe abstraite. Donc, laissez-moi juste faire la démonstration de cette petite application et une fois que ça c'est fait, là, on va poser la première série de questions. Donc, j'ai créé une petite application desktop.
à laquelle vous avez accès sur Teams. Vous y avez accès où? C'est dans les fameux fichiers que je vous ai demandé de télécharger tout à l'heure. Donc, c'est ici, héritage, cylindre, héritage, cercle et cylindre. Donc, c'est la première chose qu'on va démontrer. Donc, cette application, elle fait quoi? Cette application, elle crée la relation d'héritage suivante. Donc, je crée la classe cercle, je crée la classe cylindre, la classe cylindre hérite de la classe cercle, et ensuite, je crée un magnifique petit formulaire. Dans ce formulaire, donc, j'ai des boutons radio qui me permettent de spécifier est-ce que je veux créer un cercle ou un cylindre. Donc, en fonction du bouton radio qui est coché, on va appeler le constructeur de la classe cercle ou le constructeur de la classe cylindre. Donc, on va récupérer les informations, les passer en paramètres dans le constructeur de la classe qui nous intéresse et créer cet objet. Ce qui est important de réaliser, c'est que puisqu'un cylindre hérite d'un cercle, je suis capable de stocker une variable de type cylindre à l'intérieur d'un cercle. Mais si je fais ça, comme ça a été démontré encore une fois dans le premier vidéo sur l'héritage et le polymorphisme, je perds la visibilité de certains des attributs du cylindre. Donc, on va pouvoir démontrer ça, comme je viens de le dire, dans quelques secondes. Je vais ouvrir Visual Studio avec ceci, avec notre fameuse application. Donc, première chose qu'on pourrait aller voir d'abord, c'est nos deux fameuses classes. Donc, si je fais afficher le diagramme de classe, on voit un diagramme UML, en fait, à l'écran présentement. Donc, on voit une classe cercle, on voit une classe cylindre, et la flèche que vous voyez ici, donc un magnifique triangle blanc, est ce qu'on appelle la flèche d'héritage en orienté objet. Il y a toutes sortes de flèches et de schémas qui existent en UML. On n'a pas eu le temps de les approfondir cette session. On continuera cet apprentissage la session prochaine. Mais la beauté de ces schémas, c'est que quand on dessine une flèche en particulier dans un diagramme UML, ça nous dicte directement comment est-ce que cette classe doit être codée. Donc, je vais nommer les relations UML juste pour compléter la discussion, juste pour que vous les ayez entendues au moins une fois cette session. Et la session prochaine, on verra concrètement à ce moment-là comment implémenter, comment coder chacune d'entre elles. Donc, l'héritage qui est démontré dans cette vidéo-ci. Ensuite, on a la dépendance, l'association, l'agrégation, la composition et la réalisation. Donc, chacun de ces mots, donnez-moi juste une seconde. Juste une petite question là-dessus. Juste une seconde. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas prendre les questions tout de suite parce que ça va casser le fil. Je vais finir la petite démo, puis on reviendra sur les questions. Donnez-moi juste une petite seconde, je vais couper mon micro. Désolé, excusez-moi pour ça. Donc, OK. Donc, si on va voir rapidement comment ces classes sont implémentées, à prime abord, sauf pour certains mots-clés, on ne décèlerait pas rapidement la différence entre une classe et une structure. Mais bon, allons-y. Si je regarde ma classe cercle, donc, on a tout simplement remplacé ici le mot structure ou struc, excusez-moi, par classe. Je vais juste faire une petite modification. Je vais mettre ça public ici. Donc, on a notre classe et dans la classe, j'ai déclaré différents attributs de ma classe et j'ai pris la peine de bien les commenter. Donc, le rayon qui va représenter le rayon de mon cercle, la couleur qui va représenter la couleur. J'aurais pu utiliser le type color ici du C#, mais j'ai voulu aller simplement avec la string couleur tout simplement. Mon fameux
compteur statique que j'utilise pour compter le nombre de cercles qui existent dans mon application et mon constructeur. Donc ici, j'ai créé un constructeur par défaut. Si j'essaie de créer un cercle, sans fournir aucune information, mon cercle va avoir par défaut un rayon de 1 et voilà, une couleur rouge. Ensuite, j'ai mon deuxième constructeur. Ces constructeurs-là représentent quoi? Représentent ce qu'on a dans notre diagramme de classe ici. Donc, mon constructeur vide, c'est le premier qui est là. Et le deuxième que je suis en train de décrire, c'est celui qui est ici. Évidemment, il y en aura un troisième. Donc, l'idée ici est que si on montre un diagramme de classe à un programmeur, on n'a plus besoin de lui donner l'extrait de code parce que le diagramme de classe dicte automatiquement ce qui doit être fait à l'intérieur de votre code, de votre classe. Donc, mon deuxième constructeur, donc je reçois le rayon. Puisque je ne reçois pas de couleur, ben, je garde toujours la couleur par défaut que j'ai décidé. Et mon troisième constructeur, celui qui reçoit à la fois le rayon et à la fois la couleur et qui va initialiser mes attributs privés. Donc, à ce stade-ci, il n'y a absolument rien de nouveau. La syntaxe est plus ou moins similaire à celle qu'on connaît pour les structures. Continuons. Donc, j'ai créé plusieurs propriétés. Une propriété couleur qui me retourne la couleur. Donc, ma propriété ici a seulement un get et pas de set. Donc, la seule manière de donner une couleur à un cercle dans ce code, c'est dans son constructeur. Une fois qu'on lui a attribué la couleur, on ne peut plus la changer, on ne peut que la lire. La même chose pour le rayon. Et ici, voici la première nouveauté. Donc, si on regarde le diagramme de classe qu'il y a ici, on a cercle, on a cylindre. Est-ce qu'il y a une formule mathématique? Et la question est posée, donc vous pouvez répondre. Est-ce qu'il y a une seule formule mathématique qui existe qui permet à la fois de calculer l'aire d'un cercle et l'aire d'un cylindre? Une formule mathématique. Justine, oui. Non, il y en a plusieurs. Oui, Justine. Il n'y a pas une seule formule mathématique qui permet de calculer l'aire d'un cylindre et d'un cercle. C'est deux formules mathématiques différentes. La deuxième inclut une partie de la première, mais il n'y a aucune formule mathématique qui permet d'un seul coup, donc de la même façon, avec les mêmes termes, de calculer l'aire d'un cercle et d'un cylindre, tout comme il n'y a pas une seule formule mathématique qui permet de calculer l'aire d'un cercle, d'un cube et d'un triangle. C'est des formes géométriques différentes, donc la formule diffère. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que, puisque mon cylindre hérite de mon cercle et que dans mon cercle, j'ai une propriété ou une méthode qui permet de calculer l'aire, je suis aussi obligé d'avoir dans mon cylindre une méthode qui permet de calculer l'aire. Donc, le mot-clé virtual qu'on voit ici, ça dit quoi? Ça dit que, bon, je suis un cercle parce qu'on est présentement dans la classe cercle et je suis en train de déclarer une propriété qui s'appelle area. Je sais qu'il n'y a pas une seule formule pour calculer l'aire d'un cercle et de tous les enfants possibles du cercle, donc de toutes les classes qui pourront possiblement hériter du cercle, mais je veux donner un comportement par défaut. Donc, quand on met le mot-clé virtual, on dit qu'on donne un bout de code par défaut qui doit être exécuté, qu'on appelle la propriété area ou la fonction, si c'était une fonction qu'on était en train de déclarer. Et si jamais dans l'enfant, dans le cylindre, on ne fait pas un override de area pour donner la nouvelle formule mathématique, c'est la formule mathématique du parent qui va être appelée. Et ça, on peut le tester d'une manière très, très simple. Si vous créez un cylindre et que vous le stockez dans une variable de type cercle et que vous appelez la méthode area dessus, c'est le calcul de l'aire du cercle qui va être fait, même si vous êtes en possession d'un cylindre. Donc, le mot-clé virtual, je répète, dans le parent, on a le mot-clé virtual. Et si je vais voir rapidement dans l'enfant, dans le cylindre,
on a area, mais on voit que cette fois-ci, c'est override. Et regardons la différence entre les deux formules, si vous permettez. Donc, dans le cercle, ben, le calcul de l'aire d'un cercle, là, je vous rappelle vos notions de mathématiques, ben, c'est pi fois le rayon au carré. Donc, ce calcul-là, il me permet de faire quoi? De calculer l'aire d'un cercle. Si je regarde mon cylindre, ben, normalement, l'aire du cylindre, ben, c'est l'aire du top ici, plus l'aire du contour. On peut même rajouter l'aire du bas si ça nous fait plaisir. Donc, ce que j'ai fait dans mon code, si je vais observer la version override de area dans le cylindre, ben, regardez, base.area, base. Je suis un enfant. Donc, ma base, c'est mon parent. Donc, quand je fais base.area, je suis en train d'appeler, et regardez ce qui s'affiche, circle.area. Je suis en train d'appeler la version de la propriété area de mon parent. Donc, je ne veux pas recoder la formule qui est déjà dans mon parent. Elle existe déjà et j'en ai hérité, donc je peux l'utiliser. Donc, base.area, ça fait appel à la version de la propriété qui se trouvait dans votre parent, fois 2. Donc, on est en train de calculer 2 fois l'aire d'un cercle ici. Donc, l'aire du couvercle et l'aire du plancher. Plus, ben, ici, j'ai quoi? Parfait. Donc, ici, j'ai la base, voyons, excusez-moi, la base fois la hauteur, j'ai la base fois la hauteur de mon rectangle. Et si je veux calculer, excusez-moi, donc 2 fois pi fois le rayon ici, ça me donne la longueur totale de mon rectangle. Une image vaut 1000 mots, donc mon temps. Si je prends le rectangle qui est ici et que je le déroule, ben, ça me donne un rectangle comme le rectangle que mon schéma voyons, de classe ici représente. Cette partie, le haut ici, quand je le déroule, c'est quoi? C'est le périmètre ici de mon cylindre. Et cette partie ici, c'est la hauteur. Donc, le périmètre d'un cercle qui devient la largeur de mon rectangle, ben, ça se calcule comment mathématiquement? Ben, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc, cette partie-là calcule la largeur ou la longueur de mon rectangle et cette partie-ci ben, récupère la hauteur tout simplement. Donc la hauteur qui est une propriété, qui est un attribut, excusez-moi, seulement du cylindre. Ça n'existe pas la hauteur dans un cercle c'est plat. Donc, on voit ici un des avantages de l'héritage. J'ai pu récupérer dans mon parent un bout de code, ce bout de code-là, qui existait déjà. Donc, je n'ai pas à le recoder une deuxième fois et j'ai juste modifié légèrement le comportement. Donc, j'ai exploité le calcul d'un cercle, le calcul de l'aire d'un cercle à l'intérieur de la propriété de calcul de l'aire d'un cylindre. Si j'efface ceci de ma classe cylindre et que j'essaie d'appeler area sur un cylindre, ben par défaut, puisque je n'ai pas override, qu'est-ce qui va être appelé sur mon cylindre? C'est la méthode de calcul du parent. Et on voit que ça ne marche pas. On va avoir un résultat erroné parce que ça et ça, c'est évident que ça ne donne pas le même résultat. Donc, ce qui est important à retenir pour l'instant, c'est que quand on fait de l'héritage dans un parent, si on veut donner un comportement par défaut, donc un algorithme par défaut, on marque cette méthode avec le mot-clé virtual. Et dans l'enfant, si on veut garder le même nom de comportement, un comportement ici, c'est une méthode, mais changer le code qui s'exécute sur l'enfant, ben, il faut marquer le même nom de routine ou de propriété par le mot-clé override. Donc, c'est une combinaison. Un ne va pas sans l'autre. Donc, on a virtual dans le parent, override dans l'enfant, ou abstract dans le parent et override dans l'enfant. On verra ce que veut dire abstract tout à l'heure. Donc, voilà ce que j'ai fait pour l'air. Ensuite, si je regarde dans mon cercle, ben, on a toString.
Donc, toString, c'est la méthode de toString que vous utilisez tous les jours. Là. Sur les integers, sur les doubles, sur les booléens, on peut faire point toString et ça nous retourne la représentation sous forme de texte de ces types de données. Donc, la méthode toString, elle existe en C# et on en hérite d'une classe parent qui s'appelle system.object. Donc, cette classe-là, on la voit où? Ben, en fait, si je clique sur mon bouton ici, regardez, le object qui est ici, hein, qu'on voit depuis le début de la session, c'est un type de données, cette histoire-là. C'est une classe que vous n'avez pas créée, c'est une classe qui existe en C# et dont tous les autres types de données, que ce soit le caractère, la string ou le combo box, héritent. Et dans la classe object, on a une déclaration de la méthode toString. Mais est-ce qu'on convertit, est-ce qu'il y a une seule formule qui permet de convertir un double en integer, pardon, un double en string, un integer en string, une voiture en string, un combo box en string? Il n'y a pas une seule méthode qui permet de faire ça. Donc, dans la classe system.object du C#, on a une méthode qui s'appelle toString et qu'on a la possibilité d'override dans nos propres classes à nous pour donner pour décrire la manière dont on veut que nos propres objets se décrivent. Donc, quand on va appeler toString sur un cercle, ben, ce n'est pas la méthode de la classe system.object que je veux exécuter. Parce que cette méthode, tout ce qu'elle fait, elle vous retourne le nom de la classe. Moi, un cercle, quand il se décrit, il doit me retourner une string qui va me donner son rayon, sa couleur et son aire. Donc, quand j'override cette méthode dans le cercle, si je ne prends pas la peine de l'override dans le cylindre, ben, le cylindre va se décrire comme un cercle, ce qui ne fait pas de sens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans cylindre, si on descend, je suis encore allé une fois override toString. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que, et je retourne dans mon diagramme, donc, circle override la méthode toString de system.object qui est plus haut ici, et cylindre override la méthode toString de son parent à lui, de circle. Donc, on ne peut que modifier le comportement de notre parent direct, qui lui peut modifier le comportement de son parent à lui, etc., etc. Donc, voici comment un cylindre se décrit. Donc, le cylindre, ben, il va afficher toutes ces informations qui sont contenues dans le cercle, en réalité. Et ensuite, ben, il va afficher les informations qui sont propres au cylindre lui-même. Si on s'amuse à exécuter cette application, donc je vais lancer tout simplement. Donc, premièrement, sans point d'arrêt et ensuite avec des points d'arrêt. Donc, si je clique cercle, par exemple, et que, tiens, je donne 2, je donne vert, je crée mon cercle. Si maintenant, je viens, et donc, chaque fois que je crée un objet ici, je lui demande de se décrire automatiquement. J'appelle sa méthode toString. Si je crée un cylindre, par exemple, tiens, avec 34, on lui donne une hauteur de 10 créée, ben on voit que le cylindre a été créé et il s'est décrit. Si je mets des points d'arrêt en arrière maintenant, donc je vais aller dans le bouton créer et bon, ici, je me suis amusé à créer des fonctions. Donc, pourquoi? Parce que j'ai fait de la détection d'erreurs dans mon application. Dans le fameux formulaire que vous voyez ici, ben, si je rentre les mauvaises informations ou si je ne rentre pas une information ou l'autre, ben, on a vu dans mon diagramme ici que j'ai 3 versions de constructeurs différentes pour mon cercle, tout comme j'ai 3 versions de constructeurs différentes pour mon cylindre. Donc, en fonction des informations que l'utilisateur va fournir dans l'interface usager ici, ben, ma structure de décision qui se trouve juste ici va permettre de déterminer est-ce que j'appelle le constructeur du cylindre, du cercle, excusez-moi, par défaut, ou est-ce que j'appelle le constructeur du cercle qui prend un paramètre qui est seulement le rayon, ou est-ce que j'appelle le constructeur du cercle qui
prend deux paramètres, donc le rayon et la couleur. Et je fais exactement la même chose pour le cylindre. Donc, je vais mettre, tiens, un point d'arrêt ici. Excusez-moi. Je vais mettre... donnez-moi 2 secondes. Je vais tourner dans mon bouton. Parfait. Donc, je vais mettre un point d'arrêt ici tout simplement au début de mon if pour qu'on voit la séquence. Donc, si je rentre l'application et je décide de créer un cercle sans pour autant fournir d'informations intelligentes. Donc, on a vu que je n'ai fourni absolument aucune information. Donc, dans mon formulaire, j'ai laissé le texte par défaut. Donc, je vérifie quel checkbox est coché. C'est le checkbox des cercles. Donc, je vais rentrer dans les if qui me permettent de créer des cercles seulement. Et on va ignorer toutes les parties qui me permettent de créer des cylindres. Donc, allons-y. Je vais appeler... Après, Adam, je suis en train de travailler. Je finis et après, je viens. Donc, j'appelle ma méthode ici que j'ai créée qui me retourne un integer, soit 1 ou 2, puisque j'ai 3 types de constructeurs différents pour le cercle. Donc, ma méthode, en fonction des informations que je vais récupérer de l'interface usager, et vous irez inspecter le code de la méthode Circle Constructor, parce que vous avez le projet à votre disposition, elle me retourne soit 1 pour le constructeur vide, soit 2 pour le constructeur avec un paramètre, et si ce n'est ni 1 ni 2, ben, c'est par défaut le constructeur avec 2 paramètres. Donc, allons-y. Parfait, donc c'est mes validations. On me retourne 1, magnifique. Donc, je vais créer le constructeur par défaut et c'est normal puisque je n'ai rentré ni de rayon ni de couleur réelle. Donc, le constructeur par défaut va m'amener à mon constructeur par défaut qui va me créer un cercle de rayon 1 de couleur rouge et qui va incrémenter le nombre de cercles dans mon application. Le cercle est créé et sauvegardé dans la variable cercle ou cylindre. La variable cercle ou cylindre, ben, parfait. Excusez-moi, cercle ou cylindre. Je vais aller la rajouter à notre watch window et on voit bien les différentes informations qui sont dans notre cylindre. Donc, c'est fait. Parfait. Donc, si tout le monde a bien vu ce qui s'est passé, lorsque j'ai demandé, lorsque j'ai appelé, lorsque j'ai fait point toString sur ma fameuse variable cercle ou cylindre, ça n'a pas exécuté la méthode toString de la classe object du parent. C'est allé exécuter la version override que nous avons créée nous-mêmes. Donc, si je m'amuse à jouer ici, ben, voilà comment. Vous voyez, c'est le toString qui se trouve ici. Ce n'est pas le toString par défaut qu'on utilise depuis le début de la session. C'est le toString qu'on a override, qu'on a créé nous-mêmes pour remplacer celui qui existe par défaut. Pardon? Tu peux nous le montrer, celui que tu as créé, le override, toString? Juste me le montrer vite. C'est pour ça que je vous donne le code là pour que vous le regardez, parce que si on saute comme ça du coq à l'âne, on se perd. Mais on l'a déjà montré à 2-3 reprises et il est juste ici. On l'a décrit tout à l'heure quand on décrivait la classe cercle. Ça va? Donc, il y en a deux, effectivement. Il y a le override qu'on a fait dans le cercle et il y a le override qu'on a fait dans le cylindre aussi. Parce que si on veut qu'un cercle se décrive sous forme de texte et un cylindre se décrive sous forme de texte, ils ne peuvent pas se décrire de la même façon. Ça va? Et l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, je le précise parce que c'est important. Quand vous appelez toString sur un integer, sur un booléen, sur un caractère, sur un text box, ben, ça peut pas être le même code qui s'exécute. Donc, chacun des types de données que je viens d'énumérer, integer, c'est une classe, booléen, c'est une classe, combo box, c'est une classe. Donc, les développeurs chez Microsoft ont override la méthode toString dans chacune de ces classes pour fournir une description textuelle pour chacun de ces types de données. Donc, si ça va, c'est clair? Okay. Donc, je vais continuer dans ma fameuse application. Je vais la relancer, mais cette fois-ci, je vais aller créer un cylindre.
Donc, disons 23 et tiens, 34. Donc, cette fois-ci, on va tomber dans la deuxième partie. Si ce n'est pas un cercle, ben, c'est sûr que c'est un cylindre. Mais ce cylindre-là, je dois utiliser lequel de ces trois constructeurs? Celui par défaut, celui avec le rayon ou celui avec le rayon et la hauteur. Donc, puisqu'on a rentré les deux informations, ben, on peut deviner tout de suite que c'est celui avec le rayon et la hauteur qui va être sélectionné. Donc, on dit... Parfait. Donc, on retourne 3. Et 3, ça représente quoi? 3, ça représente celui avec... Excusez-moi, je vais juste finir d'exécuter mes tests. Voilà. 3, ça représente celui avec le rayon et la hauteur. Donc, dans le vidéo précédent sur l'héritage, ben, on a pris la peine de décrire qu'est-ce qui se passe quand on crée un enfant. Quand on crée un enfant, ben, en fait, on crée deux objets. Chaque fois que vous créez un enfant, vous créez l'enfant et le parent. Là, on est en train de créer un cylindre. Donc, ce qui va se passer, c'est que ben, il y a certaines informations de mon cylindre qui sont stockées au niveau de son parent. Si on regarde le diagramme de classe, ben, pour mon cylindre, la couleur et le rayon, ce n'est pas stocké dans le cylindre. La preuve, dans les fields, donc dans les attributs ou les champs du cylindre, ils ne sont pas là. C'est normal, on en hérite. Donc, cette information, elle est stockée dans un cercle. Il faut d'abord créer le cercle pour venir terminer la création du cylindre. Pour faire ça, il faut que le cylindre soit capable de passer l'information qui doit être stockée dans le cercle au cercle. Et il y a une syntaxe qui existe pour ça, qui a été présentée dans la vidéo précédente, qu'on va revoir ici. Donc, quand j'appelle le constructeur avec deux paramètres du cylindre, si on continue à exécuter, ben, on tombe dans ce fameux constructeur où on reçoit le rayon, où on reçoit la hauteur. Et base, ça fait référence à qui, encore une fois? Ça fait référence au constructeur de mon parent. Donc, si je suis un cylindre et qu'on me donne mon rayon et ma hauteur, ben, ce rayon, il doit être stocké au niveau de mon parent. Donc, base, deux points base, radius qui est ici. Donc, radius contient quoi? Contient la valeur qu'on a passée en paramètre ici. Ce rayon, ben, base avec un seul paramètre, ça appelle quoi? Et on le voit ici, ça appelle le constructeur de la classe cercle qui reçoit un seul paramètre. Donc, cet appel, boum, il vient juste de s'exécuter. Donc, je construis le cercle en lui donnant une couleur par défaut, parce que la couleur, on ne peut pas la spécifier dans le constructeur qu'on a vu tout à l'heure. On donne le rayon qu'on a reçu en paramètre de notre cylindre. On incrémente le nombre de cercles, parce qu'un cylindre est un cercle, c'est un enfant du cercle. C'est comme si je dis qu'un homme est un être humain et une femme est un être humain. Donc, si je crée un objet de type homme, j'incrémente le nombre d'êtres humains que j'ai. Si je crée un objet de type femme, j'incrémente le nombre d'êtres humains que j'ai aussi. C'est ce qui se passe ici. Et donc, on a fini de créer notre cercle et on revient terminer la création de notre cylindre en initialisant sa hauteur. J'ai maintenant un cylindre. Le problème, c'est que j'ai un cylindre dans ma variable cercle ou cylindre. Et ma variable cercle ou cylindre, excusez-moi, ma variable cercle ou cylindre qui se trouve ici, ben, on a vu tout à l'heure que c'était une variable de quel type? C'était une variable de type cercle. Le problème avec ça, c'est lequel? Ben, le problème avec ça, c'est le suivant. Continuons d'exécuter. Parfait. Donc, si je me place juste ici, si je me place, est-ce que je vais pouvoir, oui. Si je me place juste ici, et j'écris cercle ou cylindre, point. Donc, si vous remarquez bien, qu'est-ce que je vois? Je vois area, je vois couleur, je vois radius. Donc, je ne vois que les propriétés du cercle. Pourquoi? Parce que j'ai mis un cylindre à l'intérieur d'un cercle. Donc, je ne peux voir que ce qui est commun entre ce que le cercle et le cylindre ont en commun. Je ne peux pas voir les particularités du cylindre. Si je veux voir les particularités du cylindre, je dois dire à mon programme,
écoute, ça c'est une variable cercle, mais en réalité c'est un cylindre que j'ai mis là-dedans. Est-ce que tu pourrais me permettre de le voir pour ce qu'il est vraiment, un cylindre? Et ça, on fait ça avec une conversion, un cast. Donc, cette technique, on l'a déjà vue dans notre TP précédent, là où on s'amusait à mettre des struct members à l'intérieur d'une ArrayList. Les ArrayLists voient tout comme étant des objets. Mais si je voulais voir les attributs spécifiques de mon sect member, j'étais obligé de caster, de convertir les objets qu'il y avait dans mon ArrayList en un sect member spécifiquement. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, regardez bien. On vient de prouver qu'ici, on ne voit que les attributs d'un cylindre. Mais si je m'amuse à faire ceci, d'un cercle, excusez-moi, mais si je m'amuse à faire ceci, cylinder, c'est, disons, égal. Et ici, je vais aller chercher cercle ou cylindre. Oups. Je vais aller chercher, désolé pour ça, cylinder, cercle ou cylindre, point virgule. Sur la ligne du dessous, si je viens maintenant faire ces points, ben regardez, là j'ai accès à ma fameuse hauteur. Donc, on peut, quand on fait de l'héritage, stocker dans un parent des variables de tous les types d'enfants qui découlent. Donc, si j'avais, par exemple, et on le verra tout à l'heure, forme géométrique. En dessous de forme géométrique, j'avais cercle. En dessous de cercle, j'avais encore de l'héritage. J'avais de ce côté-ci cylindre et j'avais de ce côté-ci une sphère. Parce qu'une sphère, c'est très, très relié à un cercle. Et un cylindre aussi, c'est très, très relié à un cercle. Donc, je pourrais, dans une variable de type cercle, stocker à la fois une sphère ou stocker un cylindre sans aucun problème. Le problème est que ben, si je voulais être capable de voir les fonctionnalités spécifiques de la sphère, je devrais caster ma variable de type cercle en sphère, ou si je voulais voir les fonctionnalités spécifiques de mon cylindre, je devrais caster ma variable cercle en cylindre. Mais, je répète, c'est un concept qui a été déjà démontré avec les set members. Puisque dans cette application-ci, je ne sais pas d'avance si dans ma variable cercle ou cylindre, j'ai présentement un cercle ou un cylindre, mais on présente un nouveau mot-clé ici, le mot-clé is. Donc, qui va nous être très utile dans notre TP numéro 5. Pourquoi? Dans notre TP numéro 5, on a dans la classe client une ArrayList qui s'appelle achat. Et dans cette ArrayList, on est supposé mettre des produits et des services. Donc, quand je veux faire ma facturation, il faut que je sépare les produits des services. Mais comment est-ce que je fais pour savoir qu'est-ce qui est vraiment un produit dans mon ArrayList et qu'est-ce qui est vraiment un service dans mon ArrayList? C'est en utilisant le mot-clé is. Donc, comment ça marche? On voit que c'est un opérateur booléen. Donc, je dis, si ce qui y a présentement dans ma variable cercle ou cylindre est un cylindre, donc, je crée un nouveau cylindre, un cylindre vide, qui s'appelle temp, et je prends ce que j'ai dans ma variable cercle ou cylindre et je la convertis en cylindre. Donc maintenant, temp est un cylindre. Je le vois comme un cylindre. Donc quand je vais appeler la méthode toString qui se trouve ici, c'est la version toString de la classe cylindre qui va être appelée et non la version toString de la classe cercle. D'ailleurs, on va faire cette preuve ici. Je vais reculer quelques secondes juste ici. En fait, allons-y comme ceci. Juste pour démontrer la différence entre si je prends ce qu'il y a dans ma variable présentement et j'exécute toString dessus, sur un cercle, au lieu d'exécuter toString sur un cercle, mais que je vois comme étant un cylindre. Donc, on va faire ça en deux temps. Je vais reprendre le code qu'il y a ici, mais au lieu d'exécuter toString sur temp, je vais exécuter toString ici sur cercle ou cylindre. Parfait. Donc, dans ce cas-ci, à la ligne 78, qu'est-ce qu'on devrait voir s'exécuter? On devrait voir s'exécuter cette version-ci de toString. Alors que
alors qu'à la ligne 79, puisque on a pris notre cercle, mais on s'est rendu compte que c'est un cylindre qui est à l'intérieur, qu'on va appeler toString, c'est plutôt cette version-ci, cette version-ci de toString qui va être appelée. Donc, c'est ce que je vais m'amuser à faire dans quelques secondes. Je vais juste mettre mes points d'arrêt au bon endroit. Donc, je vais venir mettre mon point d'arrêt ici et je vais aller le mettre évidemment à l'intérieur de mon cylindre et je vais aller le mettre à l'intérieur de mon fameux cercle. Et je vais relancer mon application. Donc, créons un cylindre. Donc, ici, 10 par exemple. Parfait. Donc, si on exécute, donc on voit que, parfait, donc on vient de tomber dans la méthode toString de cylindre. Parfait. Ça. Donc, l'opérateur is, comme on le voit, ça nous permet de limiter le nombre de variables qu'on utilise dans un projet. Si on fait de l'héritage, au lieu de créer, si j'avais plusieurs cercles ou plusieurs cylindres à créer, au lieu de créer une array list ou un tableau qui contient tous mes cercles et un autre tableau qui contient tous mes cylindres, je peux créer un seul tableau dans lequel je vais mixer à la fois cylindre et cercle. Et avec l'opérateur is, je vais être capable de les différencier. Donc, c'est la beauté de cette application. Maintenant, c'est sûr que je suis passé rapidement à travers plusieurs syntaxes dans cet exemple parce que je prends pour acquis qu'on a déjà écouté le vidéo précédent sur l'héritage qui va plus doucement, qui montre comment créer cette fameuse relation d'héritage, cette flèche ici en C#. Ça se fait en utilisant les deux points qui sont là, en spécifiant le nom de notre parent. Comment passer de l'information à notre parent en utilisant le deux points base. Tout ça, ça a déjà été démontré et je le code directement dans la démo précédente. C'est pour ça que je ne le fais pas ici. Je vous donne l'exemple de code et je résume les explications. En regardant le vidéo précédent, vous êtes capable de revenir dans ce code-ci et l'exécuter step by step. C'est après avoir joué dans ce code-ci, si vous avez des questions supplémentaires, là, je pourrais vous répondre sur la syntaxe. Mais ce que je voulais reclarifier ici, c'est l'utilisation de virtual dans le parent et override dans l'enfant. Donc, je résume. Si dans le parent, je veux déclarer une méthode avec un code par défaut, je mets le mot-clé virtual. L'enfant, maintenant, a le choix d'utiliser le code par défaut du parent. Si l'enfant veut utiliser le code par défaut du parent, on ne fait rien. On ne redéclare pas la méthode dans l'enfant. Si par contre, l'enfant veut utiliser le même nom de méthode que le parent, mais veut changer le code qui doit être exécuté, dans l'enfant, on met le mot-clé override. Donc, voilà ce qu'on appelle des classes concrètes, si on veut, parce que quand je vous dis cercle ou cylindre, on est tous capables de visualiser ce que ça représente. On va répondre aux questions. Ensuite, on va prendre une pause. En revenant de la pause, on va voir qu'est-ce qu'une classe abstraite. Donc, ça nous rajoute le mot-clé abstract qui est à utiliser en collaboration avec le mot-clé override. Donc, il y a une nuance entre les classes abstraites et les classes concrètes qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je stoppe l'exécution de ça et on va prendre, c'est ce que je viens de dire, je viens tout juste de dire, on va prendre une période de questions, donc les questions par rapport à la petite démo que je viens de faire. Ensuite, on va prendre une pause et on va revenir après la pause pour la partie abstract. C'est sûr que je viens de shooter l'énoncé, vous n'avez pas encore joué avec, donc je ne m'attends pas à avoir 10 000 questions sur le code qu'on vient de voir nécessairement. Ça va probablement être des questions plus sur la syntaxe pour l'héritage, pour envoyer de l'information aux parents. Mais ça, si vous n'avez pas encore regardé le vidéo qui parle de ça sur Omnivox, je vous suggérerais de regarder ce vidéo-là avant de poser des questions là-dessus. Mais allons-y, prenons un 5 minutes pour des questions par rapport à ce qu'on vient de raconter présentement. Ensuite, on prendra une quinzaine de minutes de pause et on reviendra pour
pour la suite de la démo. Donc, je me remets dans Teams ici, dans la section du chat. Question. Ouais, c'est Axel qui parle. Personnellement, Oui. je me demandais, cercle ou cylindre, exactement comme on en a référencé souvent, puis j'ai pas arrivé à saisir de où est-ce qu'on l'avait créé. Comme il manque une petite partie, là, cercle ou Où est-ce cylindre, qu'on ça avait réfère à créé quoi? la classe cercle ou la classe cylindre? Non, non, mais vraiment, il y a une variable qu'on appelle cercle ou cylindre. Ah, OK, parfait. Donc, si je retourne dans mon code juste ici, en fait, la manière la plus simple, je vais aller dans mon diagramme de classe et dans mon diagramme de classe, pardon, je vais le montrer de deux façons. Donc, si je fais apparaître mon formulaire dans mon diagramme de classe, ça veut dire que j'éclate mon formulaire. Donc, on peut le voir ici. Donc, cercle ou cylindre, ça va? C'est une variable privée de type cercle que j'ai mis dans les champs de mon formulaire. Si je vais voir dans mon formulaire, elle se trouve juste ici. Ça va, tu le vois? OK, ouais, c'est beau. Parfait. Donc, l'idée ici, c'est que j'aurais pu déclarer une variable cercle de type circle et une autre variable cylindre, juste ici. Cylindre de type cylinder. Mais pourquoi avoir deux variables différentes? Ça exploite deux espaces en mémoire quand, à un moment donné dans mon programme, je ne peux avoir que soit un cylindre, soit un cercle. Donc, j'ai préféré faire une seule variable, la variable de type cylindre, parce que le cylindre peut contenir tantôt un cercle, tantôt un cylindre. Et avec l'opérateur is, je suis capable de savoir quelle est la vraie identité de Sauf que là, ce il est de que type j'ai dans ma cercle, variable. right? Oui, je l'ai déclaré de type cercle. Pourquoi? Parce qu'un cercle peut contenir soit un cercle, soit un cylindre. Si j'avais déclaré un cylindre, ça va? Si j'avais déclaré un cylindre, le cylindre ne peut pas contenir de cercle. Un parent peut contenir, donc on va faire quelque chose de très simple, en géométrie. Est-ce que, bon, vous allez connaître la réponse ou non, de toute façon. Donc, on dit souvent en géométrie que, un exemple simple, qu'un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas un carré. Est-ce qu'on a déjà tous entendu ça? Mm-hmm. Parfait. Pourquoi? Parce que le carré a absolument tous les mêmes attributs et les propriétés que le rectangle, mais le rectangle n'a pas tous les mêmes attributs et les mêmes propriétés qu'un carré. Donc, un carré, c'est un rectangle qui a la largeur et la hauteur égales. Ça va? Donc, je ne pourrais pas stocker un carré dans un rectangle. Pardon, je ne pourrais pas stocker... l'idée ici est la même. Donc, dans mon cercle, et regardons le diagramme de classe encore, donc, si je regarde mon cercle, quand je fais de l'héritage, ce que ça signifie, c'est que le compteur qui est là, le couleur qui est là, le rayon qui est là, le area, le couleur, le radius, mon cylindre, il contient tout ça. On est d'accord là-dessus? Ouais. Il en hérite par défaut. Ça va? Donc, ça veut dire que si je prends un cylindre et je le mets à l'intérieur d'une variable cercle, ben, tout ce qu'ils ont en commun, tout ce que le cylindre hérité du cercle, ben, je vais pouvoir le stocker dans mon cercle. La seule chose que je ne vais pas voir, c'est les choses qu'il y avait en supplément dans mon cylindre, donc le volume et le height. Donc, si je viens ici, et on a en fait, on a répondu à ta question tout à l'heure, juste, je vais revenir en arrière juste pour ne pas avoir à le recoder. On a répondu à ta question ici tantôt. Ça va? Ouais. Donc, présentement, si j'enlève ça, en fait, c'est ridicule, je n'ai pas besoin de faire ça ici parce que cercle ou cylindre, ça va, est déjà un cercle à la base. Ça va, donc on sait que c'est capable de contenir une variable de type circle parce qu'on l'a déclaré comme étant une variable de type circle. Mais quand je viens faire ça, ben, maintenant, ma variable cercle ou cylindre, ben, si j'avais mis un cylindre à l'intérieur, ici par exemple, ça va, donc ce cylindre-là, il était vu comme étant un cercle, mais je peux le convertir en cylindre et donc avoir accès aux informations supplémentaires qui sont celles du cylindre. Je ne peux faire ça que quand il y a une relation Ouais. d'héritage.
Même si on l'avait créé en étant un cylindre, il faut quand même lui spécifier que là, on faisait référence au cylindre quand on crée notre variable. Exactement. Okay. Donc, le truc ici, c'est que dans un parent, tu peux mettre n'importe quel de ses enfants. Et je vais donner un autre exemple ici. Si je fais ceci, on va y aller comme ça. Je pense que ça va te permettre de répondre à cette question. Ceux qui n'ont pas de questions, vous pouvez déjà aller en pause. De toute façon, je suis en train d'enregistrer les réponses aux questions de tout le monde, donc vous ne perdez pas, vous pourrez les réécouter après. Donc, si je viens ici, puis je fais je vais faire un cercle, je vais faire un tableau, ça va? Donc, tab C. Tab C égale new cercle. Et disons qu'on va mettre 2 cases dans cette affaire-là. Donc, je vais mettre 2 cases et je vais faire la même chose, mais avec cylindre. Donc, je vais venir ici et je vais changer circle pour cylindre 2. Ici, tab CL pour cylindre. Parfait. Donc, regarde bien. Donc, si je prends mon tableau de cylindres, ça va, juste ici, et je viens essayer de mettre dans sa case 0, donc sa case 0, sa première case, un nouveau cylindre, ça va? Donc, je vais utiliser le constructeur par défaut pour ça. Donc, peu importe, je veux juste mettre un cylindre à l'intérieur. Il n'y a pas de problème, Visual Studio l'accepte. Mais si maintenant, j'essaie de venir ici, dans une deuxième case de ce tableau de cylindre, et j'essaie de venir mettre à l'intérieur un circle. Comme ça. Tu vois que Visual Studio n'est pas content du tout. Pourquoi? Et si je regarde le message, cannot implicitly convert circle to cylinder. Pourquoi? La réponse est dans le diagramme de classe. Si je regarde mon cylindre, ça va? Je regarde le cylindre tout seul. Le cylindre, on dit qu'il hérite de tous les champs qui sont là, du compteur, de la couleur et du rayon. Il en hérite, donc il y en a accès, mais ils ne sont pas stockés chez lui. Et un exemple standard, je vais prendre un exemple d'argent, ça marche toujours. Là. Par exemple, disons que tes parents sont millionnaires. Donc tes parents, ils ont des comptes en banque avec des millions quelque part. C'est eux qui en ont la possession, c'est eux qui les gardent. Tu es leur enfant, donc tu hérites de leur compte en banque. Mais est-ce que tu y as accès directement? C'est pas toi qui y as accès, c'est la propriété de tes parents. Donc cet argent-là, il est stocké chez tes parents. Ça va? C'est ça l'idée ici. Donc, mon cylindre, il hérite des attributs du cercle, mais est-ce que dans mon cylindre, j'ai le compteur? Est-ce que dans mon cylindre, j'ai la couleur? Est-ce que dans mon cylindre, j'ai le rayon? Ils ne sont pas stockés ici. Donc, si je crée une variable de type cercle et j'essaie de la rentrer dans un cylindre, il y a un problème. Le cylindre n'a pas d'espace pour stocker le compteur, la couleur et le rayon. C'est pour ça que la conversion ici n'est pas permise. Parce que les informations dans le cercle, les informations que le cercle a besoin de stocker, c'est impossible pour moi de les stocker directement dans le cylindre. C'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure, quand j'exécute la ligne de code qui se trouve ici, ben, qu'est-ce qui se passe? On appelle d'abord le constructeur du cercle pour stocker le rayon dans le cercle et ensuite, on revient finir de créer notre cylindre. Donc, ça va? Ça va pour ce petit bout-là? Ouais, ça va. J'aurais cru que le tableau n'acceptait pas de recevoir le cylindre parce qu'il s'attendait à ce que le cylindre ait une propriété de plus, c'est-à-dire la hauteur. Pas le cylindre, le cercle. Le cercle. Ouais, c'est ça. Mais lui, comme qui était à la base fait pour accueillir des cylindres, vu que c'est un tableau de cylindres, ben, je croyais que quand on voulait y mettre un cercle à l'intérieur, ça ne fonctionnait pas parce qu'il s'attendait à recevoir la hauteur d'un cylindre. Mais non, là, ça pas dérange exactement pas. ça. C'est parce que c'est pas stocké là. Exactement. Parce que si tu regardes dans tes constructeurs, regarde, je suis capable de construire un cylindre sans lui passer la hauteur. J'ai un constructeur par défaut pour ça.
Quand j'appelle le constructeur par défaut du cylindre, le constructeur par défaut du cylindre appelle le constructeur par défaut du cercle. Et c'est ce que vous allez pouvoir observer quand vous allez jouer avec ce programme. Si je vais dans mon cylindre, regarde le constructeur par défaut du cylindre. Ça appelle base sans paramètre. Puis base sans paramètre, c'est quoi? Le constructeur par défaut du cercle. Donc, quand je crée un... Pardon? Je veux dire, c'est pas techniquement une erreur, ça, parce qu'un cylindre sans hauteur, c'est un cercle. Non, il a une hauteur. Regarde, je lui donne une hauteur de 1. OK, par défaut. Hein, parce que l'attribut hauteur, il est stocké au niveau du cylindre, pas au niveau du cercle. C'est ça le but de l'héritage. Tu mets dans un parent ce qui est commun aux parents et aux enfants, et dans chaque enfant, tu lui rajoutes ce qui le différencie. C'est ça l'idée de l'héritage. Donc, un parent peut contenir tous les enfants, peu importe le nombre d'étages que tu donnes, et un enfant ne peut pas contenir son parent. Mais un enfant peut contenir ses enfants à lui. Je vais juste finir le code qu'on faisait il y a quelques secondes. Donc ça, tu comprends pourquoi ça ne marche pas. Je le mets en commentaire. Par contre, si je prends tab C, on va prendre notre ami tab C qui est là. Dans tab C, qui est un tableau de cylindre, de cercle, excusez-moi. Donc, je peux venir sans problème mettre un cercle, parce que c'est un tableau de cercle. Mm-hmm. Et je peux venir aussi, sans problème, mettre un cylindre là-dedans. Sauf que ce cylindre, tout ce que je vais pouvoir voir de ce cylindre, c'est, même s'il contient toute l'information standard d'un cylindre, tout ce que je vais pouvoir voir dans ce cylindre, c'est ce qui est relatif au cercle, tant aussi longtemps que je n'aurai pas cast, converti mon cylindre en cercle. Donc, on vient de le prouver ici. Un cercle ou un tableau de cercle peut contenir à la fois des cercles et des cylindres, alors qu'un tableau de cylindres ne peut contenir que des cylindres ou toute autre classe qui hérite de cylindres. Donc, la règle est simple. Je peux contenir toutes les classes qui héritent de moi, ça va, mais je ne peux pas contenir les classes dont moi j'hérite. C'est ça la règle, aussi simple que ça. Ça va? Oui, là-dessus, ça va. J'avais peut-être une autre question, mais je sais que Guito aussi avait une question, fait que je ne sais pas si tu veux répondre en premier, là, ça me dérange pas. Oui, je vais passer au prochaine question. Je l'ai mis dans le chat. Pardon? Je l'ai mis dans le chat. C'est à partir de quelle ligne de code on établit la relation parent-enfant? OK. Mais ça, comme je le dis, là, il faut faire attention. Là, ça, c'est l'héritage lui-même. Ça, c'est dans la vidéo précédente. Donc, la relation parent-enfant entre la classe cercle et la classe cylindre, elle se fait ici. C'est ici que ça se fait. C'est les deux points ici qui créent une relation d'héritage entre deux classes. Ça, je ne le recode pas ici parce que c'est expliqué step by step dans la vidéo précédente. Donc, c'est le fait d'écrire cylinder 2.cercle qui dit que le cylindre a une relation d'héritage avec le cercle. Donc, si je viens ici dans mon diagramme de classe, créer une nouvelle classe et que je l'appelle Toto, par exemple, donc voici la classe Toto, elle apparaît dans mon diagramme, on voit que à prime abord, là, comme ça, oups, où sont mes autres, excusez-moi, est-ce que je suis dans le bon, ouais, hein? Ah, d'accord, pardon, excusez-moi pour ça. Je ne l'ai pas fait au bon endroit. Delete. OK. Je vais aller ici dans mon explorateur de solutions. J'ai... OK. Donc, je vais prendre mon cercle. Ici, c'est bon. Donc, j'ai mon cercle et mon cylindre. Ça va? On voit la relation d'héritage entre eux. Je vais venir ici. Je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler Toto. Donc, Toto, il apparaît, c'est un orphelin. Il n'a pas de parents. On le voit, il n'y a pas de lien entre lui et les autres classes. Si je viens dans Toto et que je tape 2 points, circle. Donc, je fais sauver, je retourne voir mon diagramme de classe et je vois que, hey, j'ai maintenant une relation d'héritage entre Toto et cercle. Donc, Toto hérite de tout ce qu'il y a ici, de tous les attributs et de toutes les propriétés. Donc, je peux maintenant créer un tableau de cercle qui contient des objets cylinder et des objets Toto. Ça va? Donc, donc, faisons un changement. Je vais venir ici et je vais enlever cercle. Je vais mettre
cylinder plutôt. Donc, regardez comment mon diagramme va changer. Toto, inconsistent, naming version. Ah, OK, ça, c'est pas grave. Parfait. Je vais retourner dans mon diagramme. Donc, on voit maintenant que, regardez, ma flèche a bougé. On voit que Toto hérite maintenant de cylindre, qui lui hérite de cercle. Donc, si on essaie de créer une variable de type Toto, qu'est-ce qui se passerait? Là, évidemment, il faudrait finir de coder la classe Toto. Là. Donc, pour chaque constructeur qu'il y a dans cylindre, il faudrait créer un constructeur dans Toto. Parce que quand je crée un objet Toto, je veux appeler soit ce constructeur-ci, soit celui-là et celui-là. Ce constructeur-ci va appeler celui-là. Ça va? Donc, c'est ça qui est dangereux avec l'héritage. Plus vous faites d'étages, plus celui qui est au dernier étage doit recevoir de paramètres dans son constructeur. Parce qu'il doit prendre toute l'information qui doit être shootée à son parent. Son parent, à lui, va prendre toute l'information qui doit être shootée à son parent, etc., etc. Mais je pense que ça répond à ta question sur à partir de où on déclare la relation d'héritage. Ça va? Oui, ça va, merci. C'est bon. Donc, je vais me débarrasser de cette classe parce qu'on n'en a pas besoin dans le code. Donc, il y avait une autre question, je crois. Oui, moi, j'avais une question au niveau de quand on a fait la fonction toString. Oui. J'ai vu, dans le fond, j'essaie de bien comprendre, là, toString, on peut la recréer, on pourrait dire, quand on l'instaure dans une classe. Après ça, quand on y fait référence, il va aller dans cette classe-là puis construire comme le texte qu'on veut à partir de toString. Ouais, je vais reformater ce que tu viens de dire. Donc, si on regarde mon cercle qui est là, ça va? Ici, j'ai Show Base Class. Donc, si je clique là-dessus, on voit, regardez ce qui est apparu. On a Object qui est apparu. Object, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Si j'éclate Object, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est des méthodes qu'on voit depuis le début de la session, mais qu'on n'utilise pas toutes. Equals, get hashcode, on voit ça chaque fois qu'on appuie point sur un integer, sur un combo box, sur un bouton radio, parce que toutes ces classes-là héritent de system.object. Et on voit toString ici. Ça va? Donc, cette méthode toString, et si je double-clique là-dessus, ben, ça ne fait rien. Je ne peux pas aller voir le code que le développeur chez Microsoft a écrit. Mais dans la classe, il me reste combien de temps de batterie? Dans la classe, donne-moi 2 secondes, je vais juste brancher ma batterie avant que ça plante. Pas de problème. OK. Comme ça. OK, pardon. Donc, la méthode toString qui est ici, son comportement par défaut, parce que chez Microsoft, les géants logiciels qui a créé cette classe-là, ben, ils ne pouvaient pas savoir quels étaient les types de données, les classes que toi tu allais créer, puis comment tu allais vouloir qu'elles se décrivent sous forme de texte. Donc, tout ce qu'ils ont fait là-dedans, et regardez la signature, c'est public virtual string to string. Donc, la personne qui a codé ça chez Microsoft, elle a dit, ben, moi, je sais que toute classe qui va être créée par un développeur je veux qu'elles aient une représentation texte, qu'elles soient capables de se décrire sous forme de texte. Mais je ne sais pas ça va être quoi leurs attributs, leurs propriétés, donc je peux pas prédire tout ce qui va être créé par les développeurs. Donc moi, tout ce que je vais faire, je vais créer une méthode qui s'appelle toString, qui retourne une string, et je vais la marquer comme virtual. Comme ça va permettre à tout le monde qui crée une classe, s'il veut override la méthode toString, il va être capable de retourner la string que lui veut. Mais si je n'override pas la méthode toString, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais le démontrer tout de suite. Si je n'override pas la méthode toString, c'est le comportement par défaut de cette méthode qui va être appelée. Qui est un string? Ben, pour un integer, parce que l'integer a override aussi toString de object. Si je prends mon circle et que
je n'override pas, ben, ça va exécuter le code par défaut qu'il y a là-dedans, qui est tout simplement de retourner le nom de la classe. Et je vais répondre à ta question avec un petit exemple, parce que c'est une très bonne question, ça. Donc, tutu, ça va, la classe tutu, et regardez, regardez ce qui s'est passé, tu vois, automatiquement, j'ai rien marqué, là. Il n'y a même pas les 2 points. Pourquoi? Parce que par défaut, tout hérite de object. Et ce que je vais faire maintenant dans mon formulaire, regarde bien, dans mon formulaire, juste pour ta question, je vais me rajouter un petit bouton quelque part. Ajouter un petit bouton juste ici. Je vais double-cliquer dessus et je vais créer une variable de type tutu et égale new tutu. Et je vais appeler sa méthode toString. Ça va? Puis on va afficher le résultat dans un message box. Ça va? Messagebox. Oups. Ah là là. Messagebox.show. Et dans la méthode show, je vais appeler t.toString. Donc, regardez, c'est écrit quoi ici? C'est écrit string object.toString. Donc, c'est quelle version que je suis en train d'appeler? C'est la version de mon parent présentement. Tu vois ça? Parce que j'ai pas override. Donc, si je fais ça comme ça, et on va voir ce qui va s'afficher. Donc, ma classe, retenez, hein, c'est une classe qui s'appelle tutu et qui fait partie du projet Exo 2. Donc, si je lance ça et que j'appuie sur mon petit bouton ici, exo2.tutu. C'est ça que ça fait, la méthode toString par défaut du C#. Ça prend juste le nom de ta classe et c'est ça que ça retourne en string. C'est pas ça que je veux, moi, pour un cercle. Ça va. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir voir notre ami tutu ici et on va override les méthodes. On va override les méthodes qui se trouvent dans son parent. Ça va? Donc, je vais juste aller chercher dans le diagramme de classe, cette méthode-là, c'est public virtual string to string. OK. Donc, si je retourne en tutu, donc public override. Parfait. Et ici, automatiquement, Visual Studio. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi finir, Adam, j'ai bientôt fini. Visual Studio me donne toutes les méthodes qu'il y a dans la fameuse classe parent que j'ai le droit d'override. Et si je double-clique là-dessus, par défaut, ça fait quoi? Ça me dit, hey, voici la méthode que tu as override et je te retourne par défaut le comportement du parent parce que pour l'instant, je ne sais pas ce que tu veux faire. Et si je retourne dans mon diagramme de classe, si je vais sur, equals, on voit qu'elle était déclarée comme étant virtual aussi. Toutes celles qui sont déclarées comme virtual, c'est celles que je peux override et changer leur comportement. Mais si je les override pas, ça va me donner le comportement par défaut. Donc, moi ici, au lieu de retourner ça, je suis pas obligé d'utiliser ce qu'il y avait dans mon parent. Je pourrais l'écraser complètement, mais juste pour montrer qu'on récupère ce qu'il y a dans le parent et qu'on ajoute, ce que j'ai fait dans le cylindre, par exemple. Je vais faire ici de tutu. Ça va? Donc, je sauvegarde. Je retourne dans mon code ici. Donc, j'ai rien changé du tout au code. Mais le fait que j'ai override la méthode toString dans ma classe tutu fait que maintenant, quand j'exécute ceci, tu vois? Donc, on a ce qu'on a récupéré du parent, plus ce qu'on a voulu modifier comme comportement. Donc, c'est ça la beauté ici. Ça répond à ta question, je pense? Ouais, très bien. Parfait. Donc, je vais stopper ça. Il est 25. Je vais aller me détendre la voix un peu. Donc, je vais donner une dizaine à 35. Je reviens. Mais bref, le projet qui est là, ce magnifique projet-ci, je répète, il est complémentaire
aux vidéos sur l'héritage et le polymorphisme qu'il y avait déjà sur Omnivox. Donc, je n'ai pas pris la peine de le coder au complet avec vous ligne par ligne. Pourquoi? Parce que beaucoup des notions théoriques que j'utilise là-dedans sont déjà présentées. Comment hériter? Public, private, protected, qu'est-ce que ça a comme effet? Le 2 points de base, qu'est-ce que ça a comme effet? Quand on crée un enfant basé sur un parent, le compilateur, il crée quoi avant? Il crée le parent avant, ensuite il revient créer l'enfant. Tout ça, c'est démontré step by step dans la vidéo précédente. Ici, je voulais commenter un exemple concret. Donc, ce code-là, vous l'avez. Il est codé à 100%. Je vous ai donné aussi les diagrammes de classe associés. Donc, je veux que vous mettiez des points d'arrêt, que vous vous amusiez à jouer avec pour vraiment comprendre la relation entre eux.